Imaginez le soir du réveillon de Noël. La table est mise, les bougies brillent, et mon fils se lève brusquement pour pointer son verre vers moi en disant « Tu es un boulet, papa. On ne veut plus de toi sous notre toit. » Je n'ai rien répondu. J'ai posé ma serviette, je suis monté faire ma valise, et je suis parti dans la nuit. Le lendemain matin, il était devant ma porte, les yeux rouges, suppliant. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début. Je m'appelle Bernard, 68 ans, 32 ans passés à l'usine Renault de Sandouville, les mains dans le cambouis, les épaules abîmées par les années de chaîne. Ma femme, Marguerite, est décédée 3 ans plus tôt d'un cancer du sein diagnostiqué trop tard. Depuis, sur l'insistance de mon fils et de ma belle-fille, j'avais quitté notre maison de Rouen pour venir habiter avec eux dans leur pavillon de la banlieue de Caen. Mon fils avait 39 ans, ingénieur dans une société de logistique. Ma belle-fille enseignait les mathématiques au lycée. Ils avaient 2 enfants, Lucas, 12 ans, et Camille, 8 ans. Des enfants merveilleux qui ne méritaient pas ce qui allait se passer. Depuis que j'avais emménagé, je payais 1 000 € par mois vers leur crédit immobilier. C'était notre arrangement tacite, jamais mis par écrit, jamais discuté à voix haute. Je récupérais les enfants à l'école 3 jours par semaine. Je réparais tout ce qui tombait en panne. La chaudière, le volet roulant de la chambre de Camille, la tondeuse. J'avais aussi remplacé le chauffe-eau en mars dernier, quand il avait rendu l'âme un dimanche soir. 380 € sortis de ma poche sans un mot. Ce soir-là, le 24 décembre, la dinde était au four. Je sentais que quelque chose n'allait pas depuis l'apéritif. Ma belle-fille ne croisait pas mon regard. Mon fils tapotait son verre avec une nervosité que je n'avais pas vue depuis ses résultats du bac. Lucas avait les yeux rivés sur son téléphone. Seule Camille, avec ses cheveux attachés en couette et une robe rouge, me souriait encore normalement. Mon fils s'est levé entre la salade et le plat principal. Il a toussé une fois comme quelqu'un qui a répété son discours, mais qui panique au moment de le prononcer. Papa. Sa voix était tendue, inhabituellement formelle. Ma belle-fille et moi en avons longuement discuté. Nous pensons que tu devrais envisager de trouver un autre arrangement. Les enfants grandissent. Nous avons besoin d'espace. Et franchement, tu nous pèses. Tu es un boulet dans notre maison. La fourchette que je tenais est restée en l'air quelques secondes. Un boulet. Le mot avait atterri sur la nappe blanche de Marguerite, celle qu'elle avait brodée elle-même pour notre 30e anniversaire de mariage, avec la légèreté d'une masse en béton. Lucas avait relevé la tête de son téléphone. Camille avait arrêté de mâcher. Mon fils a continué, comme s'il avait peur de perdre son élan. Nous avons consulté un thérapeute de couple. Il nous encourage à poser des limites saines. Ce n'est pas contre toi personnellement. C'est pour notre équilibre familial. Camille, papa, pourquoi tu parles comme ça au pépé? Ma belle-fille lui a adressé un regard bref et glacé. Camille, tais-toi. J'ai reposé ma fourchette. Très doucement. L'horloge murale, celle que j'avais achetée, et installée moi-même 6 mois plus tôt, marquait 20h10. Chaque tic-tac semblait vouloir me rappeler combien de temps j'avais donné à ces murs. J'ai mis ma serviette sur la table. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Ma femme m'avait toujours dit que la dignité, ça ne faisait pas de bruit. Je suis monté dans ce qu'ils appelaient la chambre d'amis. Ma chambre depuis 3 ans, et j'ai sorti la vieille valise marron du dessus de l'armoire, celle avec laquelle j'avais fait le voyage à Rome pour nos 25 ans de mariage avec Marguerite. 3 chemises, mon bleu de travail, le costume gris que j'avais porté à l'enterrement de Marguerite et que je n'avais pas remis depuis, la photo de notre mariage encadrée dans du carton d'emballage, la boîte à outils de mon père, un Facom 1963 que j'avais porté sur chantier pendant 40 ans et qui trônait dans le garage depuis mon arrivée ici. Je suis descendu la chercher. Mon fils était dans l'entrée. « Papa, tu n'es pas obligé de faire le dramatique. On peut en reparler calmement demain. » Je n'ai pas répondu. J'ai reposé les clés du pavillon sur le meuble de l'entrée, le même meuble que j'avais verni à l'automne parce que la peinture s'écaillait et je suis sorti. La nuit de décembre sentait le gel et les épices des marchés de Noël encore ouverts quelques rues plus loin. J'ai marché jusqu'à la station de taxi en faisant rouler ma valise sur le trottoir mouillé. Mon voisin de palier, Gérard, sortait ses poubelles.
Il m'a regardé, la valise, la boîte à outils, et il a simplement dit « Bonne nuit, Bernard », en hochant la tête d'un air qui en disait long. L'hôtel Normandia, sur le boulevard du Maréchal Leclerc, m'a coûté 75 € la nuit. La chambre sentait le pain synthétique et la moquette vieille. Un dessus de lit Bordeaux qui datait de Chirac, une télévision vissée au mur, une fenêtre qui donnait sur le parking. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé la photo de Marguerite que j'avais posée sur la table de nuit. « Tu aurais dû lui mettre la raclée verbale qu'il mérite », aurait-elle dit avec ce sourire en coin qui signifiait qu'elle plaisantait à moitié. Je lui ai répondu tout bas. « Pas ce soir, Marguerite. Ce soir, je fais les comptes. J'ai ouvert l'application de ma banque. Le virement automatique de 1 000 € était programmé pour le 1er janvier. Mon fils avait signé avec sa banque un crédit immobilier à 1 700 € par mois. Sans ma participation, il ne tenait pas. Avec ma belle-fille et leurs 2 salaires, ils couvraient à peine le reste, ils le savaient. J'attendis minuit passé, la nuit de Noël, pour annuler le virement. Mon fils a appelé 11 fois entre 7 h et 9 h du matin. J'ai regardé son prénom s'afficher sur l'écran et j'ai laissé sonner. À 9 h 20, j'ai envoyé un message. Le virement de janvier est annulé. Bonne continuation. Il était à la porte de ma chambre à 10 h 15. Son costume était froissé comme s'il avait dormi dedans. Il n'avait pas rasé. Sa BMW était en double fil dans le parking. Papa, ouvre. On doit parler rationnellement. Rationnellement. Un mot de thérapeute. J'ai compté les carreaux du plafond. 22 dans la longueur, 6 dans la largeur. Papa, le crédit. Il s'est rapproché de la porte, sa voix plus basse. Tu sais très bien qu'on ne peut pas assumer seul. Les mensualités, la mutuelle des enfants, les cours particuliers de Lucas, la cantine. Sa voix s'est brisée sur la cantine. C'est là que j'ai compris qu'il n'avait pas dormi. Un homme en jogging est sorti de la chambre d'à côté, passant devant lui avec un regard de biais. Mon fils s'est redressé, instinct de cadre supérieur, même en pleine déconfiture. Finalement, le gardien de nuit, un homme trapu, qui s'appelait Robert, selon son badge, s'est avancé dans le couloir. « Monsieur, vous réveillez les clients. C'est mon père. » « Les couloirs d'hôtel n'ont pas de liens familiaux, » a répondu Robert, avec le calme d'un homme qui a tout vu. « Soit vous baissez d'un ton, soit je vous raccompagne à votre véhicule. » Mon fils est resté encore 20 minutes dans le parking. Je le voyais depuis la fenêtre, adossé à sa BMW, les bras croisés, fixant ma chambre. Puis il est parti. J'avais 10 à 9 appels manqués quand je suis allé petit déjeuner à la brasserie Le Breton, 100 mètres plus loin, café crème et 2 croissants. Sylvie, la patronne, une femme de 60 ans aux cheveux teints en roux, m'avait reconnu, puisque je venais parfois le mercredi matin, quand j'accompagnais Camille à son cours de danse non loin de là. « Bernard, qu'est-ce que vous faites là avec une valise le matin de Noël ?» L'histoire est sortie entre 2 gorgées de café. La table en bois, la dinde, le mot boulet, la nuit à l'hôtel. Sylvie a posé sa cafetière sur le comptoir avec un bruit qui a fait se retourner les 3 autres clients. « Votre fils vous a dit ça. À table de Noël? Chut, Sylvie. » Je ne me tais pas. Elle a posé ses 2 poings sur le zinc. « Ça fait combien de temps que vous payez une partie de leur crédit? » 3 ans. 1 000 € par mois. Elle calculait tout haut. 36 000 €, sans compter le chauffe-eau de mars. Et le volet de la petite, vous croyez que je ne vous ai pas vu sortir votre carte chez le roi Merlin? Une femme d'une 50aine d'années, assise 2 tables plus loin avec un journal, avait levé les yeux. Elle s'appelait Anne-Marie Tessier. Je l'apprendrai plus tard. Elle travaillait pour le Centre communal d'action sociale de la mairie. « Excusez-moi. » Elle s'est approchée avec précaution. Je ne voulais pas écouter, mais... Mon père a vécu quelque chose de similaire. Mon frère l'a convaincu de co-signer son prêt professionnel. Quand mon père a eu besoin d'aide à son tour, mon frère a dit qu'il ne pouvait pas se permettre. Elle a posé une carte de visite sur ma table. Nous avons un groupe d'entraide qui se réunit le mardi soir à la maison de quartier Saint-Gilles. Des personnes qui ont traversé des situations similaires. Il y a un juriste bénévole qui intervient 1 fois par mois. Juriste. Le mot a retenu mon attention malgré moi. La confrontation avec ma belle-fille a eu lieu le 27 décembre,
dans le parking du Super U où j'avais mes habitudes. Je revenais avec 2 sacs de course quand j'ai entendu ses talons claquer sur l'asphalte gelé. Bernard. Sa voix de professeur portait loin entre les voitures. Vous devriez avoir honte. J'ai posé mes sacs sur le coffre d'une voiture voisine et j'ai attendu. 3 personnes s'étaient immobilisées entre les rangées. Un homme chargeait son coffre à 10 mètres de nous. Une mère avec une poussette avait ralenti le pas. Lucas ne mange plus. Camille a pleuré toute la nuit de Noël. Ils pensent que c'est leur faute. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de ma banque, puis les relevés que j'avais téléchargés la veille. 36 000 € de participation au crédit immobilier, 1000 par mois pendant 36 mois. Je les ai affichés vers elle, l'écran bien visible. Voici ce que votre thérapeute appelle un comportement de boulet. Ma belle-fille a secoué la tête. C'était un geste de générosité de votre part. On ne vous a jamais rien demandé. L'homme au coffre s'était arrêté complètement. La mère avec la poussette ne faisait plus semblant de regarder ailleurs. J'ai continué, lentement, distinctement, le prêt étudiant de mon fils. 8 000 € co-signés en 2007, remboursés par mois quand il n'a pas pu honorer les premières échéances. L'apport pour votre pavillon. 20 000 € tirés de mon épargne retraite en 2016 parce que le dossier bancaire ne passait pas sans un apport plus conséquent. La voiture de votre fils, celle qu'il avait avant la BMW. Le crédit soldé par mois en 2019, quand il a perdu son poste temporairement. Les 3 mois de loyer de votre premier appartement ensemble en 2008, parce que vous n'aviez pas encore les garanties suffisantes. Sa voix a monté. Vous ne pouvez pas prouver tout ça. 32 ans à l'usine. J'ai remis le téléphone dans ma poche. On documente tout. Les bons de commande, les relevés, les lettres de la banque. Un mécanicien ne touche jamais à un moteur sans garder trace de ce qu'il a fait. C'est une question de responsabilité. L'homme, au coffre, a fait un signe de tête imperceptible dans ma direction. La mère au landau avait sorti son téléphone. Ma belle-fille a cherché les visages autour d'elle et a réalisé qu'elle n'avait pas de public favorable. Elle est repartie vers sa voiture, raide, sans un mot supplémentaire. Mais en partant, elle a dit, assez fort pour que je l'entende, « Vous allez regretter ça. » Je ne crois pas, j'ai répondu. Le mardi suivant, je suis allé à la maison de quartier Saint-Gilles. Salle polyvalente au rez-de-chaussée, chaises en plastique disposées en cercle, une cafetière électrique qui crachotait sur une table pliante avec des petits beurres lus sur une assiette en carton. Anne-Marie Tessier animait la réunion. Il y avait 7 personnes. Marguerite, 73 ans, dont la fille avait obtenu une procuration bancaire pour les urgences et avait prélevé 45 000 € d'économie. Yvonne, 66 ans, dont le fils avait vendu sa résidence secondaire en Bretagne en utilisant une signature obtenue pendant une hospitalisation. Louisette, 69 ans, dont les 2 enfants s'étaient servis des petits-enfants comme monnaie d'échange depuis le divorce de sa fille. Chaque histoire ressemblait à un reflet déformé de la mienne. Même trame, même sentiment d'avoir donné tout ce qu'on avait, puis d'avoir été jeté quand on ne pouvait plus produire. Quand mon tour est venu, je me suis levé. Je ne suis pas du genre à parler de moi. Mais là, debout dans cette salle qui sentait le vieux chauffage et le café trop infusé, j'ai dit les choses simplement. 32 ans d'usine. Une femme décédée. Un fils qui m'a traité de boulet à table de Noël après que je lui ai donné, en comptant large, 60 à 70 000 € au cours de sa vie. Louisette a fermé les yeux. Yvonne a frappé doucement son genou du poing. Marguerite a dit « C'est criminel ». Anne-Marie prenait des notes. Elle a levé la tête. Maître Beaumont intervient la semaine prochaine. Il est spécialisé en protection des majeurs vulnérables et en abus financiers intrafamiliaux. Il faut que vous lui parliez. Avec vos documents, vous avez peu être matière à une action. Quelque chose a changé dans la salle à ce moment-là. On n'était plus seulement des victimes comparant leurs blessures. On est devenu autre chose, quelque chose de plus debout. Et si on créait quelque chose ensemble, j'ai dit, un fonds d'entraide. On cotise selon nos moyens. On aide ceux d'entre nous qui sont en danger immédiat. Loyer, mutuelle, urgence médicale. On devient la famille qu'on aurait dû avoir.
Yvonne a regardé autour de lui. Comme une coopérative. Exactement. Mais pour nous protéger les uns les autres, Maître Beaumont est venu le mardi suivant. Un homme de 55 ans, costume gris, poignée de main directe. Il m'avait demandé d'apporter tous mes justificatifs. J'avais tout, les relevés de la Banque populaire, les virements automatiques, les reçus de remboursement de prêts co-signés, la lettre du notaire pour l'apport immobilier, 2 000 € pour constituer une association loi 1901. Ce serait mon apport initial. Mon père était conducteur de train, a dit Maître Beaumont en feuilletant mes documents. Quand il a pris sa retraite, ma sœur l'a convaincu de lui céder sa maison de Limoges pour 1 € symbolique en échange de le loger chez elle. Il est mort dans une maison de retraite bas de gamme 2 ans plus tard, pendant qu'elle louait sa maison sur Airbnb. J'ai créé cette spécialisation pour lui. L'association a été officiellement créée le 15 janvier. Nous l'avons appelée Les Racines Solides. 8 membres fondateurs. Yvonne à la trésorerie, il avait été comptable. Louisette aux relations extérieures, elle avait dirigé une association de parents d'élèves pendant 15 ans. Moi à la présidence, ce que je n'avais pas vraiment demandé, mais que personne ne semblait vouloir contester. La journaliste du Pays normand m'a contacté le 22 janvier. Une femme de 40 ans, Isabelle Cartier, qui couvrait les sujets sociaux pour le journal régional. Quelqu'un lui avait parlé de nous. Nous foi prieur Fordes, Provid Bill. Je ne saurais jamais si c'était Sylvie de la Brasserie ou Anne-Marie du CCAS, peu importe. Nous nous sommes retrouvés dans la salle de la maison de quartier. Ma boîte de documents posée sur la table entre nous. La maltraitance financière des parents âgés par leurs enfants est un sujet dont on ne parle pas, a-t-elle dit. La honte la rend invisible. Les victimes se taisent pour ne pas perdre le contact avec leurs petits-enfants. J'ai répondu. La honte change de camp quand on expose les chiffres. Elle a sorti son carnet. Le photographe qui l'accompagnait a demandé si je pouvais tenir les relevés bancaires de façon qu'on lise les montants. J'ai accepté. L'article est paru le vendredi suivant en page 3 du journal. Mon fils était cité uniquement comme le fils, cadre en logistique, qui a refusé de répondre à nos demandes de commentaires. La photo me montrait, les documents en main, la boîte à outils de mon père visible dans le coin de l'image. Le titre disait « Père de famille traité de boulet à Noël ». Il crée une association pour protéger les aînés victimes d'abus financiers familiaux. Sylvie m'a appelé le samedi matin. « Bernard, vous avez vu? Votre fils a essayé d'aller chez le boucher ce matin. Roger lui a dit qu'il était complet pour la semaine. Roger qui est complet un samedi de janvier. J'ai su par Gérard, mon voisin, que la directrice de l'école de Lucas avait demandé discrètement à 2 parents de ne pas inviter mon fils à la réunion de l'association des parents d'élèves de ce trimestre. Que la salle de sport où il prenait son abonnement avait eu un problème de système informatique au moment où il voulait renouveler. Les petites villes ont leur propre système judiciaire. Il ne passe pas par les tribunaux, mais il est efficace. Mon fils a perdu sa promotion en février. Je l'ai appris par Gérard, qui avait un beau-frère dans le secteur. Le poste de directeur régional pour lequel il était en lice depuis 6 mois avait été attribué à quelqu'un d'autre. Son responsable lui avait demandé de régler sa situation personnelle qui nuisait à l'image de l'entreprise. Le Pays normand était lu par des clients. Ma belle-fille m'a appelé mi-février. Sa voix de professeur avait perdu son aplomb. « Bernard, les enfants vous réclament vraiment. Nous avons reçu un courrier de la banque, une mise en demeure. Si le crédit n'est pas régularisé avant fin mars, la procédure de saisie peut commencer. Votre mari connaît ce qu'il doit faire. Il travaille sur lui-même. En ce moment, avec le thérapeute, ça prend du temps. Le temps, c'est quelque chose que j'ai appris à respecter à l'usine. Les pièces ne se remettent pas en place toutes seules. Ça prend le bon outil et la bonne décision. Elle n'a pas raccroché immédiatement. J'entendais sa respiration dans le téléphone. Puis, il pleure la nuit. Il ne le dira jamais, mais c'est vrai. Je l'entends. J'ai gardé le silence. Je raccrochais doucement. Lucas et Camille sont venus me voir un mercredi de mars, sans prévenir. Je vivais depuis début janvier dans un 2 pièces loué rue des Fossés, avec vue sur le vieux bassin. Petit, mais propre.
La fenêtre de ma chambre donnait sur les péniches. Marguerite aurait aimé. Lucas a sonné le premier, Camille derrière lui, son cartable encore sur le dos. Pépé, on est passé faire un tour. Sa voix cherchait à paraître désinvolte, mais ses yeux disaient autre chose. Camille a sauté dans mes bras avant même que j'aie ouvert la porte en grand. Pépé, tu nous manques tellement. C'est vrai que tu reviendras jamais à la maison? Je les ai fait entrer. J'ai cherché les galets bretons dans l'armoire, ces petits gâteaux que j'achetais depuis toujours quand ils venaient, et j'en ai trouvé un paquet entamé. Camille a pris 3 galets d'affilée en regardant ma photo de Marguerite sur le buffet. C'est mamie? Elle avait l'air gentille. La plus gentille personne que j'ai jamais connue. Lucas s'est assis sur le canapé avec ce sérieux de préadolescent qui a décidé d'être adulte trop vite. Papa, il est bizarre depuis Noël. Il regarde par la fenêtre le soir. Maman a pleuré plusieurs fois, mais elle fait comme si c'était de la poussière dans les yeux. On sait bien que c'est pas de la poussière. Les adultes font ça parfois quand ils cherchent leurs mots. Il les a pas encore trouvés ces mots. Ils arrivent. Doucement, comme les migrateurs en automne. Ils savent qu'ils doivent revenir, mais ils attendent que les conditions soient bonnes. Lucas a réfléchi à ça pendant qu'il croquait son galet. Pépé, est-ce que tu lui en veux vraiment? Je lui en veux d'avoir oublié des choses importantes, pas d'être mon fils. Camille avait posé sa tête sur mon épaule. Je les ai gardés 2 heures. On a joué aux cartes. Lucas m'a montré une application sur son téléphone qui lui servait à réviser ses conjugaisons. Camille a dessiné le bassin vu de ma fenêtre et m'a laissé le dessin avant de partir. Avant de fermer la porte, Lucas s'est retourné. « Papa va venir te voir. Il m'a demandé si tu serais là mercredi prochain. J'ai dit que je savais pas, mais je pense qu'il va quand même venir. » Effectivement, le mercredi suivant, vers 10 à 7 heures, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas le rythme assuré d'un cadre en réunion. 3 coups hésitants. Le rythme qu'il utilisait quand il était adolescent et qu'il venait me demander quelque chose qu'il savait difficile à obtenir. Il portait un blouson que je ne lui connaissais pas de costume, des baskets. Il avait maigri. Il ressemblait moins à la version de lui-même qu'il essayait d'être depuis 10 ans et plus au garçon que j'avais connu. Je lui ai ouvert sans rien dire. Il est entré, a regardé l'appartement, la photo de Marguerite, la boîte à outils de mon père dans le coin de l'entrée. Tu as gardé l'outil de Pépé. Je l'ai toujours gardé. Il s'est assis sur la chaise en face du canapé, sans attendre qu'on l'y invite. Il a regardé ses mains pendant un long moment. Je ne sais pas par où commencer. Par le commencement, j'ai répondu. C'est généralement là qu'on trouve ce qu'on cherche. Il a pris une longue inspiration. Depuis la retraite de Marguerite, j'avais développé l'habitude de ne pas combler les silences. Les silences disent souvent plus que ce qui vient les interrompre. J'ai eu peur. Il a dit enfin. Peur de quoi? J'ai demandé même si je croyais connaître la réponse. De devenir toi. Pas toi en tant que personne. Toi en tant que situation. L'usine. Le bleu de travail. Les fins de mois regardés de près. J'ai passé mon enfance à vous voir, toi et maman, compter les courses au centime près. Je me suis dit que si j'avais un beau titre, une belle maison, une belle voiture, ça ne m'arriverait pas. L'horloge électrique sur le buffet marquait 10 à 7h22. Et la thérapie, la psychologie de la communication, les limites saines, c'est devenu un langage qui me permettait de justifier mes choix sans les regarder en face. Je me suis convaincu que mettre de la distance avec toi, c'était de la santé mentale, alors que c'était juste de la lâcheté enveloppée dans de beaux mots. Je l'ai laissé parler. Il avait visiblement préparé certaines choses, et d'autres sortaient malgré lui. Le prêt étudiant, l'apport pour la maison, les 1 000 € par mois. Il nommait chaque chose sans que je l'y oblige. Le mois où j'avais soldé son crédit voiture, le réveillon de Noël où il avait dit boulet. Il ne cherchait pas à réinterpréter, pas à relativiser. Il nommait. Maman t'aurait choisi encore aujourd'hui, il a dit. Elle t'a choisi à 10 à 9 ans parce que tu étais le genre d'homme qui ne ment pas. Et moi j'ai essayé d'être tout sauf ça pendant 20 ans. La gorge m'a serré mais je n'ai pas parlé. Ce n'était pas le moment pour moi, c'était le sien. Je veux réparer. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne veux pas que tu reviennes vivre avec nous si tu ne le veux pas. Je veux juste recommencer à être ton fils correctement.
Si tu m'en laisses la possibilité. J'ai regardé la fenêtre. Le bassin en bas, les péniches à l'arrêt, un chien qui tirait sur sa laisse. La vie ordinaire continuant pendant les conversations qui changent quelque chose. J'ai une liste de conditions, j'ai dit. Pas des punitions. Des conditions pour que ça soit réel cette fois. Il a hoché la tête. Je les écoute. Continue la thérapie. Seul et avec ta femme. Pas pour avoir un langage, pour comprendre ce que tu fais. Enseigne à Lucas et Camille la valeur du travail honnête, qu'il soit manuel ou non. Pas la honte du travail manuel. La valeur. Viens bénévoler aux Racines Solides une fois par mois. Je ne veux pas que tu fasses un chèque. Je veux que tu te retrouves face à des gens que des enfants comme toi ont blessés. Et règle votre crédit immobilier par vos propres moyens. Débrouillez-vous comme des adultes. Vendez la BMW si nécessaire. Il n'a pas discuté un seul point. Il a sorti un stylo de la poche de son blouson, un vieux bic bleu, pas le stylo Montblanc de cadre supérieur, et il a demandé si j'avais du papier. Je lui ai arraché les pages du bloc-notes qui était sur le buffet, et il a tout noté. Il a signé en bas comme s'il signait un contrat. Il restait une chose que je devais dire. Ton grand-père n'a jamais honte de ses mains abîmées. Il avait des mains de carrier, noires de poussière de pierre, jusqu'aux articulations. Et tu sais ce qu'il m'a dit le jour où je suis entré à l'usine? Il m'a dit « Bernard, souviens-toi que ce qui nourrit une famille, ça ne se voit pas dans le titre sur la carte de visite. Ça se voit dans ce qu'on laisse quand on part. J'ai essayé de t'apprendre la même chose. » Quelque part entre les cours particuliers et les séminaires de leadership, le message s'est perdu. Mon fils a regardé la boîte à outils dans le coin de l'entrée pendant un long moment. Est-ce que je peux la prendre? Pas pour toujours. Pour la montrer à Lucas. Il m'a demandé d'où elle venait. Je la lui ai tendue. 3 semaines plus tard, l'Assemblée générale de constitution des Racines Solides s'est tenue dans la grande salle de la maison de quartier. 42 personnes, des journalistes du pays normand et d'une radio locale, la déléguée du conseil départemental aux affaires sociales, le conseiller municipal aux seniors, et dans le fond de la salle, debout, près du mur, mon fils avec ma belle-fille, Lucas et Camille à leur côté. Maître Beaumont avait préparé les statuts de l'association. Yvonne avait fait un tableau de bord financier qui montrait les premières actions. 2 adhérents aidés pour leur loyer d'urgence, un accompagnement juridique en cours pour Marguerite, une permanence d'écoute ouverte le mardi soir. Quand j'ai pris la parole, j'ai regardé la salle. Ces visages de gens qui avaient donné leurs années et leurs économies et qui s'étaient retrouvés seuls. Puis, j'ai regardé mon fils dans le fond. On nous appelle des fardeaux, j'ai dit. Des boulets, des poids morts. Ces mots-là, certains de nos enfants les ont prononcés. Pas parce qu'ils sont mauvais, parfois parce qu'ils ont eu peur et qu'ils ne savaient plus quoi faire de cette peur. Notre rôle n'est pas de les condamner définitivement. Notre rôle, c'est de ne plus jamais nous laisser convaincre que notre vie vaut moins que leur confort. Louisette a applaudi la première, puis Yvonne, puis toute la salle. Mon fils n'applaudissait pas. Il regardait ses chaussures, les mâchoires serrées. Camille, à côté de lui, a glissé sa main dans la sienne sans prévenir. Il a levé les yeux vers moi. Il n'a pas souri. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance sincère, pas de la reconnaissance calculée. Ce soir-là, après que les gens eurent quitté la salle et que les chaises furent empilées, nous sommes restés tous les deux à ranger les tables. Aucun des deux ne l'avait proposé. Ça s'était fait naturellement, lui d'un côté, moi de l'autre, comme quand il était adolescent et qu'on rangeait le garage ensemble un samedi matin. On a travaillé en silence pendant 10 minutes, puis il a dit, sans me regarder, en repliant une table, « La BMW est en vente depuis lundi. » J'ai continué à empiler les chaises sans répondre tout de suite. Bonne décision. Lucas veut apprendre la mécanique. Il a parlé à un prof de lycée professionnel. Dis-lui de venir me voir un samedi. J'ai encore quelque chose à lui montrer. Mon fils a posé la dernière table contre le mur. Il a regardé la boîte à outils Facom que j'avais apportée pour la présentation, posée sur la scène. Il était dessus pendant 10 secondes. Pépé avait les mains comme les tiennes. Oui, je ne les ai jamais trouvées belles quand j'étais petit. Maintenant, je me dis que j'aurais voulu lui dire que j'avais tort. J'ai pris ma veste sur le dossier d'une chaise. J'ai mis ma boîte à outils sous le bras. Alors dis-le à Lucas, attends. Nous avons éteint la lumière ensemble.
et sommes sortis dans la rue froide de Mars. Nous n'avons pas marché dans la même direction. Lui vers sa voiture, moi vers le bassin et mon 2 pièces et la photo de Marguerite. Mais nous nous sommes serrés la main sur le trottoir, une vraie poignée, celle de 2 hommes qui ont du travail devant eux. Le printemps arrivait sur Caen. Les tulipes avaient commencé à percer le long du vieux château. Quelque part, Marguerite souriait de ce sourire en coin. Je le savais. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vidéo à gauche. Merci de nous avoir rejoints.